Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, 90% d'entre nous avons au moins un frère ou une sœur. Est-ce un cadeau du ciel, un fardeau ou un peu les deux? On va poser la question à Héloïse Junier, elle est l'invitée du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, on réveille cette semaine notre culture générale en littérature française en partenariat avec les arènes BD. Question du jour, qui fut la première femme guillotinée pour ses écrits politiques pendant la Révolution? Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Catherine Maury. Et puis enfin, notre rendez-vous hebdomadaire avec Candy sans elle, sujet du conseil de famille de la semaine, comment atténuer la dépendance aux jeux vidéo. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Héloïse Junier, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie du développement et formatrice pour les professionnels de la petite enfance. Vous avez publié, on peut dire plusieurs dizaines, parce que je crois qu'il y en avait 23 chez Duno, dont certains ont eu beaucoup de succès. Et là, vous publiez aux arènes le très instructif Frères et sœurs, une histoire de complicité et de rivalité. Un ouvrage qui est fondé sur des témoignages, des résultats de recherche, beaucoup, et évidemment, votre expertise. Vous commencez par quelque chose... Quand je vais le dire, ça va sembler évident, mais en fait, c'était pas du tout évident pour moi quand je vous ai lu. C'est une relation très singulière, cette relation entre frères et sœurs, puisqu'elle bat plein de records. Et alors, à commencer par le record de longévité. Et ouais. Et oui, c'est vrai que c'est la relation la plus longue d'une vie. Elle peut durer 80, 90 ans, selon l'espérance de vie. Et c'est une relation aussi qui est hors norme sur d'autres plans. Par exemple, c'est une relation qu'on appelle émotionnellement désinhibée. Il se passe plein d'émotions fortes, positives, négatives. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est aussi une relation avec un lien indestructible. Alors, si demain, on se dispute avec notre frère, on tape notre sœur, elle restera notre frère ou notre sœur. Et donc, du coup, le lien ne peut pas se détruire parce qu'il est biologique, il est inné. Donc ça fait une relation qui est effectivement extrêmement particulière. Inaliénable. Alors en règle générale, on va quand même vendre la mèche. C'est plutôt bien d'être dans une fratrie. Il y a plein d'études qui montrent qu'il y a une synergie très particulière qui se tisse entre frères et sœurs a des effets favorables. Alors notamment, on est sur School TV en matière d'apprentissage, par exemple. En matière d'apprentissage, effectivement, on voit que les aînés ont un rôle qu'on appelle de facilitateurs cognitifs avec les plus jeunes, qui peuvent apprendre aux plus jeunes. Et même quand ils lisent aux plus jeunes, l'aîné lit au cadet, il y a un rôle de synergie où le plus grand va aussi mieux apprendre à lire, mieux apprendre à écrire quand il peut enseigner aux plus jeunes. Donc enseigner aussi, ça permet d'être favorable sur l'autre plan, de manière bidirectionnelle, ce qui est assez intéressant. Même été une méthode pédagogique à un moment donné, l'enseignement mutuel dans des vraies écoles et pas seulement en famille, mais en fait il y avait beaucoup de vertus. Vous citez le sociologue Julien Bertrand, à origine sociale équivalente, le fait de grandir dans une famille de 3 enfants ou plus accroît le risque de connaître des difficultés scolaires. Donc ça c'est un petit peu, mais on va le voir pendant toute l'émission, il y a toujours un revers. Oui, effectivement. Alors c'est vrai que les familles nombreuses, c'est selon le modèle de la dilution des ressources, ce qui est tout à fait logique. Plus il y a d'enfants d'une fratrie, plus les ressources parentales sont diluées. Les ressources financières, déjà, les ressources d'espace, les ressources de temps. Le temps n'est pas extensible et donc effectivement, il y a même des chercheurs qui parlent de handicap social, ce qui est un terme très fort pour les enfants évoluant dans des familles nombreuses. Avec un petit privilège pour ceux ou celles qui arrivent en premier. Alors il y a toujours un privilège parce qu'en fait, lui, il est seul avec ses 2 parents. Donc lui, il est le seul à en profiter en fait. Il est le seul à profiter. Après, ils partagent tous. Donc plus ils arrivent après, plus ils partagent davantage. On dit aussi que les parents sont un peu moins attentifs parfois, ou qui confient aux enfants, qui délèguent, voilà. Oui, l'aîné par rapport aux plus petits. Oui, effectivement, ils peuvent déléguer. Après, justement, ça dépend aussi des cultures. On voit que les cultures dites individualistes ou collectivistes, on n'aura pas le même rôle pour l'aîné de la fratrie. Mais effectivement, c'est une tendance qu'on retrouve de manière interculturelle de confier aux plus grands le rôle des plus petits. Si on continue sur le bon côté d'avoir des frères et des sœurs, c'est très bon pour la compréhension d'autrui. Oui, en fait... Grâce aux engueulades. Grâce aux disputes, exactement. Tu sais, quand on est parents, on voit nos enfants se disputer, on se dit vraiment encore une dispute. En fait, ils apprennent. C'est chouette. Ils apprennent. La cellule fratrie, c'est vraiment une cellule de laboratoire social où ils apprennent à être en interaction. Quand ils se disputent, ils apprennent à être en compromis, ils apprennent à comprendre l'autre, ils apprennent à se dire, voilà, quand je fais ça... On arrête de s'énerver, on les regarde et on se dit, mais continuez mes petits-enfants, vous êtes en train d'apprendre des trucs. Et donc, on devrait laisser réguler leur conflit plus, c'est ça. C'est un anti-stress aussi. Oui, alors en fait, en cas d'adversité, en cas par exemple, de séparation, de divorce, de déménagement, la figure d'attachement relais pourrait être justement le frère ou la sœur. Et on voit qu'il y a moins d'impact sur l'enfant en termes de santé mentale, moins de stress, moins d'anxiété, moins de dépression, moins de risques en tout cas, quand il y a un frère ou une sœur. Parce qu'ils se parlent, parce qu'ils s'épaulent. Parce c'est un noyau en fait. Parce qu'il ou elle est toujours là. Elle est toujours là, parce que famille ne disparaît pas. C'est bon pour la santé physique. Alors pareil, quand vous l'expliquez, on se dit bah oui, elle a raison, mais en fait on n'y pense pas. C'est très étonnant. En fait, on voit, alors c'est vraiment des tendances générales de population, c'est des statistiques. On voit que quand on est frère et sœur, on a tendance à plus bouger,
à faire plus de jeux moteurs, plus de je te chatouille, je te cours après. Les parents ne courent pas après leurs enfants dans le salon, c'est rare qu'on se donne autant à fond. Donc effectivement, on voit que ça diminue le risque d'obésité et même d'hypertension. Les effets des bonnes relations, de la bonne entente peuvent durer toute une vie. Ça peut même avoir des effets protecteurs à l'âge adulte, écrivez-vous. Frères et sœurs sont pourtant parfois extrêmement différents, on s'en étonne. Oui. On se dit, même parents, même éducation, croit-on? En fait, pas du tout. Il y a plein de variables. Il y a plein de facteurs. Déjà, il y a le tempérament. On n'est qu'un tempérament qui nous est propre. Chaque enfant a un tempérament différent. C'est ça qu'il va avoir un cerveau qui est plus ou moins réactif au stress. C'est une variable. Il y a l'autre variable de l'âge des parents. C'est pas pareil d'avoir un enfant à 20 ans, d'avoir un enfant à 40 ans. Pas le même contexte de vie, pas le même contexte financier. Il y a beaucoup de choses qui vont varier finalement. Puis il y a aussi l'ordre de naissance. C'est pas pareil d'être premier, d'être troisième. Donc chaque enfant, même s'ils ont la même maison, le même habitat avec les mêmes parents, peuvent être profondément différents. Et même le poids de naissance. Et même le poids de naissance, effectivement. Prématurité, écrivez-vous, et tout ça documenté, j'y insiste, parce qu'il y en a vraiment énormément dans votre bouquin, par des beaucoup études de recherches, scientifiques, beaucoup de recherches. Le rang de naissance influence-t-il la personnalité? Pas vraiment, mais il a un effet quand même. Oui, il a un effet. Alors c'est vrai que c'est une croyance qui est très forte. On pense toujours que les aînés de fratrie sont plus conformistes, et les petits les cadets, je suis une cadette, sont plus rebelles et créatifs. Alors ça, c'est quelque chose qui a été démonté par la recherche depuis très longtemps. Par contre, vous avez raison, il n'y a pas non plus d'effet. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucun effet sur la personnalité. J'adore quand vous me dites que j'ai raison. En fait, je vous c'est pour ça, c'est la question. Vous avez raison. Posez les bonnes questions, ça va. En fait, on voit que les aînés de fratrie, par exemple, ils sont beaucoup plus investis que les cadets par leurs parents, mais ils sont aussi beaucoup plus sujets à la pression parentale. Et on voit d'ailleurs les aînés de fratrie ont 48% de risque de plus que les cadets de souffrir d'anxiété et 35% de risque, comme je le marque dans le livre, de souffrir de dépression parce qu'ils se prennent beaucoup trop de pression parentale. Par contre, on se dit, est-ce que c'est mieux d'être cadet? Non, parce que les cadets, ils arrivent après la bataille. Ah, ma pauvre. Ouais, on était 4 filles. Et en fait, les cadets sont beaucoup moins investis par les parents parce qu'on fait moins d'efforts. En recherche, on voit que le congé parental peut être moins long, l'allaitement peut être moins long, ils sont moins préservés des écrans, ils sont moins stimulés intellectuellement. Et ce qui fait qu'à l'âge de 2 ans, ils ont une moyenne de lexique qui est inférieure à l'aîné au même âge. Ce qui croise ce qu'on disait au tout début de l'émission sur les écarts de performance scolaire notamment. Il y a un tabou, c'est le tabou de l'enfant préféré. Mais oui. Évidemment, je n'en préfère aucun. Et pourtant... Mais quel tabou, c'est vraiment sacralisé. Mais quand même, le chiffre est important. Le chiffre est énorme. Alors effectivement, dans la recherche, on ne parle pas d'enfants préférés, d'enfants favoris, mais n'empêche, 65% des familles en moyenne... Des mères. De mères, 70% des pères d'ailleurs. Confient avoir un enfant qui favorise plutôt qu'un autre. Alors je pense qu'en fait, il y a une incompréhension de ce que c'est. Les parents, quand on dit oui, est-ce qu'on est un qui est préféré, ils vont dire le chouchou, celui qui a la plus grande chambre. C'est beaucoup plus fin que ça. En fait, ça joue sur 2 plans. Le plan de l'affection différenciée, on va plus être affectueux vers un enfant, plus se demander comment s'est passée sa journée d'école, par exemple, comment il s'est senti aujourd'hui. Quand il est triste, on va le consoler plus vite. Et à l'inverse, le contrôle différencié, on va être plus dur, intransigeant avec l'autre enfant qui n'est pas favorisé. Néanmoins, et vous le dites, et on va terminer là-dessus avant l'anti-sèche, c'est pas forcément un cadeau, puisque contre toute attente, écrivez-vous, des études suggèrent que l'enfant préféré pourrait lui aussi s'ouvrir de ce favoritisme. Complètement. Il a un risque de dépression qui serait majoré. Parce que ça brise un peu la dynamique familiale et le système familial. Oui, tout à fait. Les frères et sœurs sont aussi proches que les mains et les pieds, mais parfois aussi éloignés que le cœur et la tête. Ils sont à la fois notre plus grande force et notre plus grande faiblesse. Citation de Doris Lessing, extrait du Carnet d'or, et qui est en exergue de Frères et sœurs, une histoire de complicité et de rivalité. On retrouve Héloïse Junier juste après l'anti-sèche. C'est aux arènes, on reste aux arènes, mais aux arènes BD avec Catherine Maury. C'est la famille. Toute cette semaine avec Catherine Maury, on teste notre culture générale en littérature française dans l'anti-sèche et en partenariat avec les arènes BD. C'est vraiment la journée des arènes, hein, si vous me connaissiez. Mais oui, exactement. Allez, meilleure maison d'édition, on en a parlé avant. Je ne vais pas me brouiller avec les autres, mais très belle maison. Et vous savez qu'on lui est fidèle dans cette émission. Catherine, qui est professeure de français, mais aussi autrice, scénariste de bande dessinée. Plusieurs BD, notamment aux arènes BD, dont cette formidable, incroyable histoire de la littérature française que vous faites avec Philippe Bercovici. 3e édition qui vient de sortir. Nouvelle édition augmenté avec un certain nombre d'autrices en plus. Question du jour dans notre anti-sèche. Qui fut la première femme guillotinée pour ses écrits politiques pendant la Révolution? C'est pas la plus dure de la semaine. Non. Alors c'est Olympe de Gouges. C'est Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, donc, qui est la première à dénoncer l'esclavage sur scène, avec sa pièce qui s'intitule L'esclavage des Noirs
ou le renaufrage. Alors, autant vous dire qu'il y a de l'ambiance dans la salle, puisqu'il y a tout le lobby colonial qui est là. Les planteurs, les armateurs, donc ça hue, ça siffle, ça crie. Et alors, ils font pression notamment économique sur les comédiennes et les comédiens du français. Oui, elle a énormément de mal à faire jouer sa pièce. Elle reçoit même des menaces de mort, c'est hautement élégant. Et donc, enfin, elle arrive. Mais tout ce parti colonial qui loue des loges à la Comédie Française, vient voir les comédiens en mode... Vous faites comme vous voulez, mais on va peut-être pas se réabonner l'année prochaine. Exactement. Ouais. Donc, non, elle est très courageuse. Et donc ensuite, sa pièce va pas rester longtemps à l'affiche en raison de tous ces problèmes. Qu'importe, elle a trouvé à publier dans le plus grand journal de France, à savoir Les Murs de Paris. Elle va placarder sur les murs des affiches où elle divulgue ses idées égalitaires, libertaires. Et alors notamment, elle va s'en prendre à 2 révolutionnaires qui étaient un tout petit peu chatouilleux, à savoir Marat, qu'elle traite de polichinelle, de cannibale et de tyran, et Robespierre, qu'elle traite de criminel en série. Donc forcément, en 93, elle est emprisonnée et elle va finir guillotinée. Voilà. Bon, je dis Marat finira pas forcément, pas guillotinée, mais quand même de poignarder dans sa baignoire par Charlotte Corday. Et quant à Robespierre, pareil. Sur l'échafaud. On parle d'elle parce qu'on traverse à travers votre incroyable histoire de la littérature française plein de rébellions, et aujourd'hui c'est donc les rébellions politiques dont on parle. Olympe de Gouges ne fut pas la seule, vous nous racontez aussi tout le combat de Victor Hugo contre Napoléon III. Voilà. Et lui, il a failli aussi laisser sa tête. En tout cas, elle était mise à prix. Exactement. Donc, Deuxième République, Louis-Napoléon Bonaparte a été élu président pour ses idées généreuses. Il se présente comme le candidat qui va lutter contre la pauvreté. Et puis, sitôt qu'il assoit son postérieur sur le siège présidentiel, il s'assoit aussi sur ses idées généreuses et il change de ton. Alors, Victor Hugo, qui le suivait jusqu'à présent... On ne citera pas de nom. Non. Donc Victor Hugo le suivait et puis lui aussi change de ton. Et quand Victor Hugo change de ton, ça s'entend. Surtout que Hugo, il est député à l'Assemblée nationale. Et alors il a notamment une formule qui va faire mouche et qui va faire mal. Il va le traiter de Napoléon le Petit. Napoléon le Petit. Voilà, bien sûr par opposition avec son oncle Napoléon Ier. Ensuite, 1851, Louis-Napoléon Bonaparte fait son coup d'État. Hugo est dans l'opposition. Et donc, comme vous le disiez, bravo Emmanuel Damitenkov, un point en plus, sa tête va être mise à prix. C'est mon premier bon point de la semaine. Elle est prof. Mais non, mais j'ai même essayé d'être simple. Regardez Marat, Robespierre et tout. Je l'ai dit, on la regarde en droit dans les yeux sans regarder mes notes et tout. Genre, j'ai révisé. Voilà. Et alors, combien la mise à prix? Combien la tête de Hugo? Cher, très cher. Non, ça marche pas. Probablement. 25 000 francs. Ah bah oui. 25 000 francs. Quand même. Voilà. Et donc, Victor Hugo s'enfuit. Et voilà il l'exil. 19 ans d'exil. Le pauvre. 19 ans. Guernesey. Autre combat, Zola, évidemment. Zola, Dreyfus. bien sûr. Donc Dreyfus, en rappel, militaire, accusé injustement d'espionnage, simplement parce qu'il était juif. Zola s'empare de l'affaire. Il publie dans l'Aurore sa lettre ouverte « J'accuse », dans laquelle, comme son nom l'indique, il accuse nommément plusieurs membres de l'état-major très haut placés d'avoir vraiment sciemment accusé un innocent. Donc, bien évidemment, Zola a un procès pour diffamation. Bien évidemment, il perd son procès puisque c'est un procès complètement fantoche. Et comme il ne veut pas finir en prison, il part en Angleterre. Et alors là, c'est très triste parce que déjà, il est loin des siens. Et surtout, Zola, c'est un gros gourmand. Et alors, si vous voulez, le bœuf à la sauce à la menthe. Je savais qu'on allait parler de la sauce à la menthe. Ça, c'est quand même très dur pour lui. Donc, au bout d'un an, il rentre. Mais alors, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que 3 ans plus tard, il est retrouvé mort dans sa chambre. En fait, il a été asphyxié par son feu de cheminée. La conduite de cheminée était bouchée. Et 50 ans plus tard, un ramoneur nationaliste et anti-Dreyfusard va dire « c'est moi qui ai j'ai bouché la cheminée ». Alors, est-ce que c'est de la vantardise ou est-ce que c'est vraiment... Mais enfin, le biographe... Zola peut être assassiné. Ils finissent tous mal, quand même. 30 secondes pour en citer une dernière Allez, Duras. Dernier acte de résistance, Duras. Ouais. Alors, Duras, résistante. Donc, elle va servir de boîte aux lettres. Elle transmet des messages. Et puis, elle héberge chez elle aussi des résistants. Un jour, il y en a un qui frappe à la porte. Un certain François Morland, qui n'est autre que... François Mitterrand. Ça, c'est revergule. Quand il a décidé de devenir résistant. Merci beaucoup, Catherine Maury. L'incroyable histoire de la littérature française, plein de rébellions. Dans cette incroyable histoire, dont ces rébellions politiques, Philippe Bercovici à la plume, c'est drôle, c'est érudit, c'est dense. C'est comme ils écrivent là dans la vie sur le truc, là, le blurb, comme on appelle ça. Le bandeau. Oui. Le bandeau, oui. Merci beaucoup. Merci à Catherine. Vous pouvez... continuer à lire tout ce qui se passe de formidable dans les éditions Les Arènes, puisqu'on retrouve Héloïse Junier.
Avec vous, Héloïse Junier, on continue à examiner les relations entre frères et sœurs, une histoire de complicité et de rivalité. Il y a un élément assez étonnant qui ressort dans les études que vous citez, qui est que la qualité de la relation dans la fratrie et son évolution dans l'enfance dépendent quand même majoritairement du comportement et de la motivation de l'aîné, là où on retrouve encore quand même nos rôles différenciés. Et oui, effectivement, en fait, on voit que l'aîné a un énorme impact sur la fratrie et que plus l'aîné investit le reste de la fratrie, meilleure sera aussi la qualité de la relation et de lien entre les frères et sœurs. Oui, tout à fait. En cas de conflit entre frères et sœurs, la clé, alors vous ne l'écrivez pas comme ça, mais en gros, c'est tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle la parentalité positive. C'est ça que vous défendez? Oui, en fait, je défends la parentalité fondée sur les preuves scientifiques et effectivement, c'est ce qu'on met en évidence. En fait, en cas de conflit, alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a une technique qui marche très bien. La mauvaise, c'est qu'elle est très dure à appliquer, parce qu'il faut rester calme. Et en fait, idéalement, quand les enfants se disputent, on va sortir du côté justicier qui a tort, qui a raison. Intuitivement, on a tous envie d'en blâmer un, mais on ne le fait pas. On reste très calme. Et en fait, l'idée, c'est de trouver un compromis qui convienne aux deux et que les deux enfants sortent du conflit avec la sensation d'avoir été traités avec équité, sans se sentir lésés. Et là, Ça, c'est l'idéal. On n'accroît pas les choses. J'aime beaucoup le commentaire que vous faites quand vous conseillez tout ça dans le livre, puisque vous mettez, j'ai bien conscience que ce que je vous raconte là est bien plus facile à lire qu'à appliquer à la maison. En tout cas, toutes ces stratégies constructives, les recherches sont absolument unanimes, elles sont vraiment à privilégier versus les stratégies destructives. Oui, stratégie destructive, c'est vraiment stratégie de justicier, de qui a tort, qui a raison, de je punis celui qui a tapé, celui qui a commencé, etc., effectivement. Et la manière dont on gère ces conflits entre les enfants aura un impact considérable sur à la fois leur fréquence et leur intensité. Il y a une notion que j'ai découverte en vous lisant, la bidirectionnalité. Alors là, on n'est plus tellement dans les relations frères-sœurs, on va sortir. Complètement. Et ça, c'est vachement intéressant quand même, sur la manière dont on se construit socialement quand on est dans une fratrie. En fait, on voit que la manière dont les enfants interagissent à la maison avec leurs frères et sœurs va influencer la manière dont ils interagissent avec leurs copains et copines d'école. Et indemne. C'est vraiment fou, ça. C'est fou, et inversement, en fait, la manière dont ils interagissent avec les copains d'école va influencer la manière dont ils interagissent à la maison. Donc, si on veut améliorer leur relation sociale à l'école, par exemple, on va commencer par travailler les conflits de manière médiatrice, comme on l'a vu tout à l'heure, pour améliorer leur rapport à l'école. C'est vraiment un phénomène bidirectionnel, il y a une influence réciproque. C'est assez fou. On parle des fratries frères et sœurs, mais quid des fratries demi-sœurs, demi-frères? Alors c'est un vrai challenge. Ouais. Déjà, les frères et sœurs biologiques, c'est un challenge. Mais les demi-frères, demi-sœurs, soyons honnêtes, c'est un double challenge. Ouais. On voit dans les recherches qu'il y a clairement, après ça dépend des configurations familiales, mais il y a clairement moins d'entente, il y a un plus grand risque de dissolution du foyer. Et il y a une recherche qui était vraiment très intéressante de 2006, porté sur un grand groupe d'enfants. Ils ont demandé aux enfants de dessiner leur famille. Ils ont vu que 87%, donc tous familles recomposées, ils ont vu que 87% de ces enfants-là oubliaient de dessiner leur demi-frère ou leur demi-sœur, contre seulement 5% des enfants qui oubliaient de dessiner leur frère ou leur sœur biologique. C'est quand même un indicateur en soi, c'est très intéressant. Un test à faire à la maison dès ce soir. C'est assez dingue, effectivement, et avec un niveau de rivalité, d'agressivité et de conflit qui est plus élevé. Oui, effectivement. On voit qu'il y a plus de difficultés scolaires potentiellement, il y a plus de conflits, il y a plus de violence parfois, il y a moins d'entente, il y a moins d'entraide. Après, tout ça, ce sont les statistiques, ce sont les tendances générales. Oui, on n'est pas en train de raconter votre vie. Oui, c'est ça. Mais quand même, rassurez-vous, respirez, ça peut se passer très bien à la maison. Exactement. Voilà. Il faut travailler pour, quoi. Même quand Héloïse vous dit 95%, bah, vous êtes peut-être dans les 5% restants. Exactement, c'est ça. Alors, à terme, vous nous dites qu'il y a un combo gagnant, c'est sœur-sœur. C'est-à-dire que les relations sœur-sœur, c'est finalement, avec le temps, les plus chaleureuses. En fait, certains chercheurs qualifient les sœurs de gardiennes de la famille. On voit que, globalement, après, il y a stéréotypes de genre et éducation qui est genrée, qu'elles ont des meilleures compétences sociales et émotionnelles, qu'elles gardent mieux les liens à l'âge adulte et qu'elles permettent, en fait, de conserver cette dynamique fraternelle, même en grandissant. Donc, effectivement, c'est des combos qui sont intéressants dans les recherches. On a des explications à ça? Je pense, stéréotype de genre, on attend d'une fille qu'elle soit plus sociable, qu'elle prenne plus soin de l'autre. Donc, est-ce qu'on s'y conforte aussi en tant qu'enfant? Il y a de l'inné, il y a de l'acquis. Après, on sait aussi qu'il y a une vulnérabilité qui est propre aussi aux petits garçons. Dès la vie intra-utérine, ils sont plus sensibles au stress, ils sont plus sensibles aux adversités de la vie. Donc, tout combiné, ça fait des profils qui peuvent se distinguer en grandissant. Le cœur de cette relation, c'est évidemment l'enfance, l'adolescence. Enfin, c'est le temps qu'on habite ensemble, mais vous l'avez souligné en début d'émission, c'est une relation qui peut durer toute une vie. C'est fou. Enfin, en tout cas, la relation existe toute une vie. Elle peut se distendre ou pas, mais elle existe toute une vie. Ouais. Et vous dites que il y a des périodes à risque potentiel quand même. C'est-à-dire qu'après, ça peut se distendre. Et oui, en fait, c'est une relation qui est profondément vivante. Ouais. Quand les parents me disent « ouais, ils ont 10 ans, ils ne s'entendent pas, ce sera quoi dans 30 ans ?» Je dirais « on ne sait pas en fait, on ne peut pas savoir ». En fait, ce qu'on voit, c'est c'est très bien dessiné dans les recherches, il y a des trajectoires de développement de cette relation fraternelle. Vers l'âge de l'adolescence, les liens se distendent un petit peu, il y a plus d'expériences non partagées. Les liens se resserrent un petit peu quand la personne, par exemple, elle se marie plus tard, elle perd son mari,
terrible. Son emploi, on voit que les liens peuvent se resserrer. Après, les liens se distendent, se resserrent, comme ça, continuellement. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au décès du premier parent, drame familial terrible, les liens se resserrent. Mais au décès du deuxième parent, l'héritage, tout ça, les problématiques, les liens se distendent. Mais ça s'arrange généralement de manière vraiment en grande proportion, vers l'âge de 65-70 ans, en fin de vie, on met tout de côté et on se retrouve de nouveau entre frères et sœurs. Donc rien n'est terminé. C'est vraiment une relation vivante, en fait, par essence, et évolutive. Il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, pourtant vous le mentionnez à plusieurs endroits du livre, c'est l'impact aussi du milieu social sur les relations. Et là, vous dites quand même, on voit dans les recherches... Oui, en fait, dans tous les cas... Les inégalités, elles viennent se nicher absolument partout. En fait, partout, à l'école. Et en fait, effectivement, dans les milieux sociaux qui sont défavorisés, des petits logements, une précarité, ça tend à augmenter les conflits, déjà la tension dans la famille et la tension aussi dans les relations fraternelles. Oui, tout à fait. Sur les aînés, on a parlé de leur influence, on n'a pas, ou alors je vous ai mal écouté, préciser, parce que ça m'avait intéressé en vous lisant aussi, quand vous dites que les aînés dotés d'une intelligence plus faible auraient davantage tendance à dominer leurs frères et sœurs. Oui, alors effectivement, en fait... Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à Donald Trump en vous lisant. Tout de suite. Il est aîné d'une fratrie ? Je ne sais pas, mais c'était l'image du harceleur. Oui, c'est vrai. En un fait, peu désagréable. C'est parce qu'en fait, il y a plusieurs facteurs. Qui se venge sur plus faible que lui. Oui, c'est vrai. Et s'il ne peut pas le faire par... On pense à nos amis les Américains, on les soutient, on leur envoie effectivement nos paillettes, nos licornes. En fait, on voit qu'il y a plusieurs facteurs qui influencent la dynamique d'une fratrie et l'intensité des conflits dans la fratrie. Et l'un des facteurs, il y a l'entente conjugale, il y a le tempérament, mais l'un des facteurs, c'est aussi effectivement le niveau d'intelligence. Et plus les aînés auront un niveau d'intelligence qui sont faibles, plus ils auront tendance à dominer et à vouloir imposer en fait un peu une compétitivité à ses petits frères et sœurs, complètement. Dans les exceptions plutôt favorables pour la relation, il y a aussi la question de l'écart d'âge. Oui, alors en fait, souvent les parents me posent la question, c'est quoi l'écart d'âge idéal ? Bon, il n'existe pas, sinon on aurait tous fait le même, je crois. En fait, l'écart d'âge, on voit que l'écart d'âge de moins de 4 ans, il y a plus de rivalité dans la fratrie, il y a plus d'ambivalence, ils sont très jeunes en fait, mais il y a aussi plus d'intérêts communs, et donc le lien est beaucoup plus fort. Généralement, plus le lien est fort, plus il y a de conflits. Et au-delà de 6 ans, il y a beaucoup moins de conflits, mais il y a aussi beaucoup moins d'intérêts communs. Donc en fait, ça avantage et inconvénient dans les deux sens. Cadette d'une famille de 4 enfants, de 4 filles. De 4 filles. Qu'est-ce qui vous amène à vous intéresser un jour à toutes ces questions-là, à exercer le métier que vous exercez de docteur en psychologie du développement et de formatrice pour les professionnels de la petite enfance ? La fascination pour l'être humain en développement. Je suis fascinée par les jeunes enfants. Ils acquièrent tellement de choses en très peu de temps de leur vie. Je trouve ça vraiment une tranche d'âge mais complètement hallucinant sur le plan intellectuel. Et est-ce que vous êtes souvent confronté à cette question des relations entre frères et sœurs ? Est-ce que ça vous apprend des choses ? Énormément, en fait. Déjà, en tant que maman, moi-même, je suis profondément en galère, comme beaucoup de parents, à gérer les conflits de mes filles. C'est l'heure de vérité. Je vous ai fait un petit bouquin de 200 pages pour vous expliquer comment... 350 pages en plus, c'est ça. J'arrive pas à appliquer mes conseils à la maison, pas tout le temps. 330. Ah, mais non, mais j'ai beaucoup travaillé, effectivement. Mais les parents, c'est une question qui revient souvent. C'est comment je gère les conflits. Est-ce que c'est normal qu'ils se disputent ? Très souvent. Est-ce qu'il y a eu des évolutions ces dernières années qui seraient liées, je ne sais pas moi, aux écrans, qui seraient liées à l'impact du Covid ? Est-ce que vous avez vu des choses changer ? Alors on sait que le Covid, on sait que les enfants qu'on appelle les bébés Covid ont un risque plus accru de troubles de santé mentale, tout ce qui est anxiété, dépression. Effectivement, ça peut impacter aussi du coup le reste les relations fraternelles. En fait, tout impacte la relation fraternelle. Il y a tellement de facteurs. C'est vraiment au cœur de différents facteurs endogènes à l'enfant, tempérament, santé mentale, et exogènes à l'enfant, propres à la famille, à la société et à l'environnement. Ouais. Héloïse Junier, merci beaucoup. Vous êtes docteur en psychologie du développement, formatrice pour les professionnels de la petite enfance. Vous avez publié plein de bouquins aux éditions Duno. Il y en a certains qui ont eu beaucoup de succès d'ailleurs. Et là, vous publiez aux arènes le très instructif Frères et sœurs, une histoire de complicité et de rivalité. Vous l'aurez compris, parce qu'on a essayé de ne pas vous bombarder de chiffres. On a quand même cité quelques-uns pour souligner le fait qu'il y a plein de recherches qui sont citées dans le bouquin. Et il y a beaucoup de témoignages aussi. C'est un ouvrage extrêmement vivant que je vous recommande fortement. Les dernières découvertes sur une relation qui marque pour la vie. Merci. Merci à vous. C'est l'heure du conseil de famille. On va parler d'un grand sujet qui peut également animer les discussions entre frères et sœurs. C'est les jeux vidéo. Ah oui. Allez, conseil de famille. Comme chaque semaine, notre rendez-vous avec Candice Anzel pour le conseil de famille. Candice, bonjour. Bonjour. On termine une énorme série sur les jeux vidéo. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder éventuellement les épisodes précédents pour voir qu'on dit aussi des choses sympathiques sur les jeux vidéo. Mais là, on va parler de ce qu'il faut faire en cas d'addiction et vous proposer notamment des techniques de gestion du temps et d'autodiscipline pour atténuer la dépendance aux jeux vidéo quand elle se manifeste. Oui, si votre ado passe plus de temps sur sa console qu'un hacker devant son clavier, s'il ne décroche plus son écran au point que même un zombie a l'air plus reposé que lui, qu'il passe plus de temps à sauver des mondes virtuels qu'à sortir de sa chambre, il est certainement l'heure
d'agir. Alors, nous avons vu la semaine dernière comment l'accompagner donc sur le plan psychologique pour qu'il arrive à prendre conscience lui-même du problème. Maintenant, je vous propose de voir comment l'aider, du coup, concrètement, à aller vers ce chemin. Et pour ça, vous nous proposez des techniques de gestion du temps et d'autodiscipline. Oui, alors, j'affectionne particulièrement la méthode Pomodoro. On en avait déjà parlé. Exactement, et pour les devoirs. Bravo! C'était pour les devoirs. Mais cette fois-ci, on va l'utiliser complètement pour autre chose, parce que cette méthode, elle peut être utilisée de différentes façons et elle permet de diminuer l'addiction en douceur. Donc, elle repose sur l'idée d'introduire des cycles de temps limités et des pauses obligatoires pour éviter donc les sessions de jeu excessives. Donc, je vais vous présenter 3 approches adaptées selon le niveau de dépendance de votre ado, de son degré d'acceptation aussi du changement. L'objectif est vraiment de l'accompagner sans le culpabiliser vers un usage plus équilibré du jeu vidéo, sans rupture brutale ni conflit excessif. Alors la première approche, elle est pour des enfants très dépendants et qui refusent tout changement. Qu'est-ce qu'elle permet? Alors elle permet déjà progressivement de réduire en fait la durée des sessions. Donc plutôt que d'imposer en fait un arrêt brutal, il est préférable en fait de diminuer progressivement le temps de jeu sans frustration. Donc par exemple, si votre ado joue 3 heures d'affilée, eh bien vous allez commencer par 45 minutes de jeu, puis une pause de 15 minutes. Et puis j'imagine qu'après, 45 minutes. Et ensuite, les jours suivants, au lieu que ce soit 45 minutes, 25 minutes, on descend petit à petit. Exactement. Les pauses, c'est des pauses, on fait quoi? C'est pas juste des pauses, je m'arrête. Alors non, c'est des pauses, en tout cas déjà, on ne va pas faire d'écran. Moi, ce que je conseille, c'est plutôt de sortir en fait de la zone, de là où on est, et effectivement, on va aller vraiment hors écran et faire des sorties. Je sors de chez moi, je fais du sport, j'ouvre un bouquin, etc. Les avantages de cette formule? Alors, c'est que ça évite vraiment un choc brutal et ça va créer une habitude de pause sans forcer un arrêt total du jeu. Ok, mettons que mon ado maintenant, c'est la deuxième approche, et préorganiser son temps. Là, on va alterner. Oui. On va la même idée, mais en allant plus loin, quoi. Alors, l'idée, c'est de conditionner l'accès aux jeux vidéo à l'accomplissement d'autres tâches. Donc du coup, par exemple, un cycle efficace, ça pourrait être, il y a 25 minutes de jeu, 5 minutes de pause, puis on va alterner avec 25 minutes de devoirs, de sport ou de tâches ménagères, allez, soyons fous, et 5 minutes de pause. Puis on va reprendre après les 25 minutes de jeu et on va alterner comme ça. Ce rythme peut être répété du coup plusieurs fois dans la journée tout en veillant à ce que le nombre de cycles dédiés au jeu ne prenne pas le dessus évidemment sur les autres activités. Avantage de cette formule? Alors le jeu n'est pas supprimé mais intégré dans la gestion plus globale du temps. Et donc si l'ado a besoin de garder ce sentiment de contrôle, il peut le garder tout en développant de meilleures habitudes. Allez, en 1 minute, troisième et dernière approche. S'il joue trop longtemps sans s'arrêter, cette approche, elle est pour vous. Un des plus grands risques de l'addiction aux jeux vidéo, c'est vraiment de jouer pendant des heures et des heures sans s'arrêter. Donc ici, la méthode Pomodoro va être utilisée pour imposer des pauses régulières, même si l'ado continue de jouer. Donc l'idée, c'est d'utiliser par exemple un minuteur, une alarme. On va brancher ça entre 25 et 45 minutes de jeu et hop, une fois écoulé, il y a l'alarme et ça nous fait une pause obligatoire de 5 à 10 minutes. C'est vraiment pour l'obliger. Sauf qu'à un moment donné, la pause, on la rallonge, c'est pas ça? Alors, on va continuer à la rallonger au bout de 4 cycles. C'est ça. Comme pour les devoirs, en fait. Au bout de 4 cycles, on va faire une pause beaucoup plus longue de 30 à 60 minutes. Avantage de cette troisième approche? Alors, ça va empêcher justement les sessions incontrôlées marathons et ça va responsabiliser l'ado. Et puis, ça va éviter l'addiction et la perte de contrôle du temps. Bon, et si on n'y arrive pas, on rappelle. Évidemment, un professionnel qui peut l'accompagner. En cas de repli sur soi, déscolarisation, isolement, etc. Parce qu'en fait, c'est les effets de cet excès de jeux vidéo qui créent vraiment le problème. Et on peut aussi se renseigner auprès des associations spécialisées comme l'UNAFAM ou e-enfance. UNAFAM et e-enfance, et sinon, si la méthode Pomodoro n'a pas marché. Merci beaucoup pour cette belle et longue série dédiée aux jeux vidéo. Vrai sujet dans les familles. Merci beaucoup Candice. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Dylan Coller à la préparation de l'émission, qui sont en régie aujourd'hui avec au son Saïd Mamou et à la réalisation Angèle Jean Girard. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.